La fin des EHPAD, c'est le titre d'un nouveau livre. Le titre, c'est exact, c'est La fin des EHPAD, réalité ignorée et vérité rejetée, de Gérard Bramy, qui est directeur d'hôpital honoraire et d'EHPAD, écrivain en gérontologie. Bonjour Gérard. Bonjour, bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter si vous le souhaitez, ce sera important pour la suite. Et puis après, pourquoi avoir écrit un livre sur les EHPAD? Alors, tout simplement, j'ai été toute ma carrière durant directeur d'EHPAD, hein, même si statutairement, comme vous l'avez dit, j'étais directeur d'hôpital. Voilà, et puis naturellement, j'ai été en même temps formateur et universitaire sur le sujet des EHPAD. J'ai eu la chance d'avoir mon doctorat en droit sur le sujet aussi des établissements d'hébergement. Et je pense surtout que c'est la dimension d'écriture articles très nombreux. Je vais d'ailleurs en faire paraître deux dans les mois à venir, et plusieurs ouvrages, plus de 25, dont celui-là, bien sûr, qui interpelle la fin des EHPAD. Pour un directeur d'EHPAD, évoquer la fin des EHPAD, même avec un point d'interrogation, c'est quand même une réflexion importante. Voilà. Je pense qu'il y a quelques anomalies dans le système, et c'est cela que j'essaye de démontrer en faisant quand même au final quelques propositions. Justement, si on peut citer quelques propositions du livre, une ou deux. Voilà, alors par exemple, alors je vais un tout petit peu expliciter tout ça. Le petit défaut que nous avons dans la réflexion sur les EHPAD, la réflexion actuelle, hein, vous savez qu'il y a eu une mission à l'Assemblée nationale, je fais une petite parenthèse, j'ai été auditionné dans le cadre de cette mission flash de l'Assemblée nationale, qui s'est passée il y a environ une quinzaine de jours. Voilà. On oublie de ramener la problématique à l'essentiel. L'essentiel, bien sûr, c'est la personne âgée, mais essayons de parler simplement d'une notion qui est un véritable dogme, c'est le parcours de la personne âgée. Alors, je rassure, hein, moi qui suis un universitaire, il y a aussi le parcours des étudiants. Hein. C'est pas le parcours de la personne âgée n'est pas isolé dans l'âge des humains que nous sommes. Voilà. Alors, ce parcours, par exemple, quand vous le regardez, je vais essayer de résumer très rapidement. Tout est domicile. Alors, vous avez le domicile, la résidence autonomie, la résidence senior, l'habitat partagé, inclusif, le cohabitat, la cohabitation intergénérationnelle. Je sais que vous avez échangé sur ces sujets-là. Vous avez même l'accueil de jour qui peut se faire dans un EHPAD. Vous avez même l'hébergement temporaire qui se fait dans un EHPAD. Tout cela, tout cela, c'est du domicile. Et quand on dit domicile à la personne âgée ou très âgée, elle est rassurée. Et il y a un élément qui n'est pas du domicile, et c'est ce qui explique la crise, l'EHPAD bashing, c'est l'EHPAD. L'EHPAD est une institution. Domicile dans le sens que la personne qui agit, qui habite en résidence service senior, elle est dans son logement, c'est ça, Absolument. domicile. Alors qu'en EHPAD, elle est hébergée en EHPAD. C'est un peu ça Elle est l'idée. hébergée en institution. D'accord. Alors, quelle est la différence? Quand vous êtes dans votre logement, votre intimité, vous la faites vous-même. Votre recours à des repas, vous le faites vous-même. Vous êtes effectivement un client que l'on respecte. Mais quand vous êtes en institution, et c'est très facile à comprendre, l'institution a des normes qu'elle impose. Attention, mangez à midi. À midi 10 si vous voulez. Attention, ben, vous avez une maladie, ben, vous avez une BMR, une bactérie multirésistante, on ferme tout, on ferme votre porte, tout cela. Attention à la contamination. Il y a des normes pour la restauration, il y a des normes pour le linge. Et à partir de ce moment-là, l'institution se met à prendre le dessus, non pas parce que l'EHPAD est mauvais, mais parce que ce qu'on impose à l'EHPAD devient absolument critique et oblige les directeurs, oblige les managers à faire en sorte que l'institution s'impose sur le domicile. Et c'est cruel. Vous êtes dépossédé de chez vous. On parle d'une chambre, on ne parle pas d'un logement. On parle d'une institution avec ses contraintes. On ne parle pas d'un domicile, même si on évoque l'idée de substitut du domicile. Mais voyez, cette chose-là, et on va évoquer quelques propositions, et je travaille effectivement sur l'idée de convertir certains EHPAD en véritable domicile. Comme il existe la résidence autonomie, il serait bien qu'existe effectivement la résidence pour personnes âgées en perte d'autonomie, mais dans le D'accord. sens Donc, effectivement, résidence oui, et dans donc le en fait, sens domiciliaire. ça serait pour les personnes qui ne seraient pas trop dépendantes, j'imagine, au niveau cognitif. Absolument.
D'accord, d'accord. Absolument. Je vous donne un petit élément. Excusez-moi, ce sont peut-être des indicateurs, mais avant de vous donner cet élément, je me permets de faire une parenthèse. Hein. Je parle en tant qu'universitaire, c'est vrai, mais je parle en tant que professionnel qui a dirigé et avec un peu de ressenti personnel qui reste très positif à l'égard des EHPAD. On a une donnée que tout le monde connaît. 40% des personnes âgées en EHPAD appartiennent à un niveau d'autonomie ou de dépendance moyen. Ce n'est pas les totalement dépendants, ce n'est pas les totalement autonomes. Ils sont au milieu. Il me semble que ces 40%-là, nous pourrions les mettre dans des résidences, domiciles, résidences pour personnes âgées en perte d'autonomie, avec un petit accompagnement en soins et transformer, avoir ce plaisir de se dire je suis dans une chambre qui est quand même un véritable petit logement. Voilà. Je n'oserais vous dire que quand on regarde en France le paysage des EHPAD, on s'aperçoit que la chambre de l'EHPAD, c'est la chambre hospitalière. Voilà. Et ça, vous imaginez, je ne parle pas du lit médicalisé, je dis le modèle de la chambre est un modèle quand même largement calqué sur l'hôpital. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Voyez-vous, c'est dommage. Voilà. C'est un indicateur parmi bien d'autres. Hein. Donc, en fait, si je comprends bien, on pourrait voir les EHPAD se diviser en quelque part en deux strates. Une strate pour les personnes qui seraient en perte d'autonomie et les personnes qui seraient dépendantes. Absolument. Absolument. On pourrait même compléter le tableau, c'est ce que j'essaye de faire, en faisant en sorte qu'il y ait des EHPAD qui deviennent, allez, 20-30% d'EHPAD qui deviennent résidences, domicile, et puis une partie des EHPAD classiques qui resteraient des EHPAD traditionnels, hébergeant et puis des EHPAD spécialisés. Je n'ai pas créé moi-même le système, mais il y a des personnes, par exemple, atteintes de la maladie d'Alzheimer, qui gagneraient, ce n'est pas moi qui le dis, je me réfère par exemple à la députée Monique Iborra de La République En Marche, qui a fait un rapport avec Madame Caroline Fiat de la France Insoumise, et qui est un rapport excellent et qui dit il est temps de faire des établissements pour les personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Quelques-uns, 10%, peut-être 15%. Mais c'est important. Je vais vous donner un petit chiffre qui m'a fait bondir. Je vais me permettre de ne pas trahir les indications en tant que telles. Oui, je l'ai, le chiffre, voilà. Et je le mets dans mon ouvrage. Il y a environ, sur les 600 000 personnes qui sont en EHPAD, il y en a un peu plus, il y a un tiers qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, environ 200 000 personnes. Voilà. Environ 200 000 personnes. Est-ce que vous savez combien les établissements ont de structures adaptées pour les malades atteints de cette maladie? Sur les 600 000 et quelques lits d'EHPAD, il y en a simplement moins de 70 000, 66 000 exactement. C'est-à-dire qu'en réalité, l'EHPAD n'est pas, et c'est le trouble de l'EHPAD, c'est l'EHPAD bashing que nous voyons, l'EHPAD n'est pas adapté au profil de la personne âgée. Et pour vous donner une petite image très, très pratique, pratico-pratique, et je terminerai sur cela, merci de votre écoute, très, très, très pratico-pratique, j'avais eu chez moi une personne âgée dans un de mes établissements qui effectivement commençait à être atteint par cette maladie terrible, qui est la maladie d'Alzheimer. Voilà. Alors, il s'amusait à mettre sa canne sur les escaliers pour faire tomber des personnes âgées. Que faire? Rentrer à l'unité adaptée, j'en avais une, très petite, pleine. Il fallait que j'enlève quelqu'un d'autre. On a fait un conseil de la vie sociale. Les familles étaient désespérées. Mais si ma mère tombe de l'escalier, qui va être responsable? Et nous sommes là dans un enfermement terrible. 200 000 personnes qui ont cette maladie, 66 000 places qui est réservées, sont des statistiques officielles. Voilà une partie, mais une petite partie, de la crise terrible que nous vivons. Que faire? Il m'a fallu des mois en espérant qu'on ne m'annonce pas un jour ou un soir ou une après-midi que cette personne avait fait tomber une ou deux personnes. Et puis là, nous aurions été dans un problème judiciaire, dans un problème dramatique, dans un problème de mort ou d'aggravation de dépendance, avec une pauvre personne qui mettait sa canne parce qu'elle ne savait plus ce qu'elle faisait. Voilà. Voilà un petit peu les choses. Sachant cette situation, sachant qu'on met combien de temps? Pour construire un EHPAD, on met combien de temps? 6, 7 ans?
10 ans. Dans le privé, on peut dire 2-3 ans tranquillement. D'accord. Le baby-boom, il a 77 ans cette année. Il arrive en âge d'entrer en EHPAD dans 7 ans, 7-8 années. Oui, En oui. 2030, on va y arriver à faire face à la vague du baby-boom? Alors, c'est très intéressant. Alors, sincèrement, mon livre, si j'ai mis un point d'interrogation dans Mmh. l'ouvrage, c'est parce je n'ai pas voulu mentir sur les voies qui existaient, sur les voies, les directions qui existaient. Alors, quelles sont-elles? Première direction, vous avez raison. Le vieillissement s'aggrave, la dépendance s'aggrave. Naturellement, il faut plus d'EHPAD. Très juste. Mais on a vu une réserve. Alors, c'est très curieux parce que j'ai commencé mon livre, j'ai commencé environ une année, mais soudainement, il y a un rapport, je lis abondamment, vous l'avez compris, il y a un rapport parlementaire de mars 2021, fait par 2 personnes qui sont très compétentes sur le domaine du médico-social et des EHPAD. C'est le sénateur Bernard Bonne et la sénatrice Michèle Meunier. Mars 2021. Et qu'est-ce qu'ils écrivent? Extraordinaire. Ils disent « Nous devrions penser à arrêter la création d'EHPAD ». Et ils citent, écoutez bien, ils citent un pays, le Danemark, j'ignorais, qui avait arrêté la création d'EHPAD depuis les années 1986 ou 87. On s'étonne. Alors moi, j'ai essayé bien sûr, avant de terminer mon ouvrage, j'ai essayé de regarder cela. Mais À pourquoi, cela s'ajoute, comment et maintenant la situation à voilà, comprendre, voilà. voilà, c'est extraordinaire. Mmh. Et à cela s'ajoute une idée qui avait été mise dans d'autres réflexions et que je connaissais un petit peu. Vous savez, quand nous sommes en Europe, un des pays qui mettons le plus de personnes en maison de retraite, en EHPAD, ce qu'on appelle l'institutionnalisation. On est à plus de 20%. Ailleurs, en Allemagne, en Autriche, ils sont à 6, 8, 10%. Voilà. Donc, on se rend compte qu'en réalité, quelque chose n'a pas fonctionné, et qu'en réalité, l'idée de créer des EHPAD, qui est une belle idée, n'est pas adaptée parce qu'en fait, très naturellement, on en a fait, pardon de le dire, et bravo pour le livre antérieur dont nous avons parlé, celui sur la critique des EHPAD privés. Effectivement, on n'a pas su créer un système dans lequel, effectivement, on allait mesurer le besoin d'EHPAD au regard de toute la situation française. Je vais vous donner un dernier chiffre qui va faire sauter au plafond et qui se trouve dans ce rapport de M. Bernard Bonne et de Mme Michèle Meunier. Je vous assure, c'est impressionnant. Impressionnant. Ils nous disent, en citant eux-mêmes d'autres rapports, je ne veux pas vous donner trop de détails, mais c'est fabuleux. Ils nous disent, vous savez qu'en France, il y a, en France, écoutez bien, 2 millions de logements qu'on devrait adapter pour que les personnes âgées et très âgées, restent à domicile. Et vous savez combien on en adapte, combien on fait de logements adaptés pour que ces personnes restent chez elles encore plus longtemps? On en fait 60 000 par an. Et eux-mêmes disent qu'il va falloir des décennies pour arriver à ça. Ça veut dire que dans la politique qui devrait être la nôtre, logiquement, l'accélération de l'adaptation des logements, et je vous répète que je suis un adepte des EHPAD, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté, bien sûr, mais des EHPAD qui soient bien structurés, bien adaptés, et qui, naturellement, on verra comment changer le contenu des EHPAD, ce n'est pas si compliqué, eh bien, mais que l'on fasse quand même une politique d'adaptation du logement. Et c'est pour ça qu'on a fait des gros monstres, des structures, des sociétés comme Orpea, comme Corian et autres, qui, bien sûr, ont vu là un créneau extraordinaire, alors qu'en réalité, si nous adaptions des logements de manière efficace et rapide, la clientèle serait moins nombreuse en EHPAD et bien sûr, l'EHPAD remplirait sa mission de fin de parcours pour des personnes âgées, avec bien entendu, il y aurait moins d'EHPAD, donc naturellement moins de dépenses en tant que telles, naturelles, de soins, etc. Et donc, on pourrait répartir plus de moyens dans moins de structures et être plus riche
car vous connaissez les problèmes d'effectifs, d'attractivité du métier. Et là, on va en reparler avec plaisir. Voilà. Vous voyez que ce n'est pas inintéressant. Cette piste, en fait, est-ce la même piste ou une piste plutôt parallèle, je dirais, à les pas hors les murs? C'est la même logique, c'est en fait, on adapte et on maintient les gens, enfin, entre guillemets, maintien, j'aime pas le terme maintien, mais on maintient les gens à domicile? Alors, les pas hors les murs, c'est surtout fait, vous savez d'abord que c'est très peu utilisé. Hein. Je n'ai pas les chiffres, mais on le verra facilement. Hein. Les pas hors les murs, c'est un moyen de faire croire que l'on va utiliser l'EHPAD, vous le savez, pour accompagner des personnes âgées qui sont à domicile, mais qui seront suivies par les personnels de l'EHPAD, notamment la C'est nuit. ça, c'est ça. Voilà, Les c'est pauvres, pas inintéressant de le dire. moi, ce que je vois, je me dis, mais ces salariés ont déjà beaucoup de travail. Comment est-ce qu'on peut faire en plus le domicile autour de l'EHPAD? Ça, c'est une question que je me pose toujours. Hein. Sincèrement, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Voilà. Alors, je vais cerner un petit peu. Alors, attendez, d'abord, un EHPAD, ce n'est pas un établissement isolé. Permettez aux petits juristes que je suis de vous dire que la réforme des années 2000, hein, je ne vais pas rentrer en détail, 97, 99, 2001, etc., la réforme des années 2000, c'était, il y avait 4 grandes recommandations. Première recommandation, l'EHPAD doit quand même créer un réseau. Donc, si vous interrogez les directeurs d'EHPAD, ils vont vous dire, mais attendez, moi, je travaille avec l'HAD, hospitalisation à domicile, je travaille avec le CCAS, centre communal d'action sociale, je travaille avec la clinique Intel ou l'hôpital Intel, je travaille avec le service d'aide à domicile, voilà, quand un client a… Voilà. Nous ne sommes pas isolés. Avec le centre médico-psychologique, par exemple, nous ne sommes pas du tout isolés. Donc, aller dire que nous allons quémander quelque chose à l'extérieur pour… Non. Voilà. Et alors maintenant, vous l'avez très bien dit, attendez, comment est-ce qu'on va accompagner des personnes à leur domicile alors que nous n'arrivons pas à les accompagner à l'intérieur de nos institutions? Attendez, mais allez, on va traiter d'un petit sujet comme ça. Alors, on sait que le sujet fétiche des EHPAD, ce sont les effectifs. Hein, voilà. Mais je vais le traiter un petit peu d'une manière un petit peu originale, si vous me le permettez comme ça. Attendez. La réforme des années 2000, c'est fait pour augmenter les effectifs. C'est vrai. C'est vrai. C'est fait pour augmenter les effectifs. Bravo. Bon. On en arrive dans les années 2017 à avoir environ 65 salariés pour 100 résidents. 65 salariés, tous services confondus. C'est ce que j'allais dire, administratif compris. Ouais. Tout, tout. Entre-temps, en 2006, nous avons un ministre extraordinaire, M. Philippe Bas, qui est aujourd'hui sénateur. Il fait un plan, toutes les fédérations vous le disent, et il dit non, non, non. Si, avec l'évolution qu'il y a, il faut 100 salariés pour 100 résidents. Cela sera confirmé d'ailleurs par le rapport de Mme Monique Iborra et de Mme Caroline Fiat. Aujourd'hui, tenez-vous bien, on en est à 65 salariés pour 100 résidents. Ça veut dire très concrètement que le soir, pour aller mettre au lit nos 80 résidents, nous avons 4 ou 5 aides-soignants au maximum, ce qui rend la tâche impossible. Mais tenez-vous bien, les établissements privés à but commercial qui font des bénéfices, et tant mieux pour eux, qui font des bénéfices, sont à moins de 55 salariés pour 100 résidents. Ça veut dire qu'on est dans une logique complètement perturbée. Ce qui nous est promis par tous les gouvernements, de la droite extrême jusqu'à la gauche extrême, excusez-moi cette pudeur au plan politique, mais vous la comprendrez, tous les élus ont dit qu'il faut augmenter les effectifs. On ne les a pas eu. Petite augmentation, soyons positifs, mais on n'a pas eu. Mais en plus de ça, des différences. Les moins riches ont le plus de personnel et les plus riches ont le moins de personnel. Il y a quand même quelque chose qui bouleverse le jeu et qui fait qu'effectivement, après, on ne peut pas s'étonner de dire écoutez, les EHPAD, ça marche mal. Je vous assure de bonne foi, quand vous êtes sur le terrain, j'ai été auditionné par l'Assemblée nationale et on m'a posé sur les ressources humaines, on m'a posé, mais enfin, que se passe-t-il? Je dis, mais vous savez qu'une cadre de santé passe 70% de son temps
à, à, à chercher des aides-soignants. L'absentéisme en EHPAD, c'est intéressant, est très élevé. L'accidentologie en EHPAD est supérieure à l'accidentologie dans l'immobilier. C'est la folie. 10%. Voilà. Moi, il m'est arrivé. Dans BTP immobilier, pour précision, ceux qui nous écoutent. C'est Absolument, énorme, c'est énorme. absolument. Plus d'accidents du Absolument. travail, plus d'arrêts de travail en EHPAD, c'est énorme. J'ai eu le privilège, je crois que c'était en année 2017, oui, où je n'ai eu aucun jour d'arrêt dans mes trois bâtiments, j'avais 3 bâtiments et 2 structures, aucun jour d'arrêt pour accidentologie. J'ai eu des gens qui ont souffert du dos, tout ça, mais qui y sont restés. J'ai envoyé une lettre à tout le monde, le préfet, l'ARS, pour leur dire, regardez, les maires des communes, voilà. Mais sinon, honnêtement, toutes les années, vous avez 3, 4, 5, et en fait, ça monte à 10% en moyenne de personnes qui subissent des problèmes. Des problèmes pourquoi? Alors, parlons d'une petite chose simple, parce qu'on n'a pas voulu innover dans les EHPAD. Pourquoi ne pas mettre des lèvres malades dans toutes les chambres comme ça se fait dans certains établissements? Comme ça se fait dans certains établissements. Il ne faut pas critiquer les EHPAD qui font de belles démarches. Il faut dire simplement, alors j'avais proposé dans une réflexion précédente en disant, et je l'ai monté à Paris cette réflexion, j'avais dit nous avons un plan pluriannuel d'investissement. Pourquoi ne pas mettre un sous-plan pluriannuel d'innovation? Allez, on y va. Des innovations, d'élèves malades. Moi, j'avais 2 chambres domotiques merveilleuses. Vous avez le fils du résident qui pouvait, à 10 km de son père, mettre la chaîne de télévision que le papa voulait à 10 km de là. C'était magnifique. Voilà. Et nous avons ces possibilités, mais il y a toujours un manque d'audace, un manque de volonté. Nous savons pourquoi. Nous savons qu'il y a une idéologie financière derrière. Voilà. C'est une idéologie financière gouvernementale qui fait que les choses se passent comme ça. Et donc, on crée des petites choses. Voilà, j'ai regardé les propositions de la mission Flash qui sont très intéressantes. Mais ils vous disent, attendez, on va vérifier, il y a 10 indicateurs, on va vérifier la présence d'une infirmière de nuit. Attendez, on n'a pas les moyens de la payer. Vous pensez franchement que les futurs gouvernements ou l'État va mettre les moyens nécessaires pour les personnes âgées? Honnêtement, s'il y a véritablement une volonté de réfléchir intelligemment, oui. Est-ce qu'il y a des propositions, même en termes de tarification, même en termes de… Je vais vous donner 1 ou 2 exemples, même de limitation de dépenses. Oui, c'est possible. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Parce que quand vous parlez de faire plusieurs types d'EHPAD, d'adapter le logement à domicile, quand on regarde tout ça, il y a des vents contraires. Il y a des groupes d'EHPAD qui vont dire, attendez, mais si on fait ça, on réduit le nombre d'EHPAD ou alors on Oui. grossit plus. Donc il y a des vents contraires dans tous les sens sur ce sujet-là. Oui, Le parce que… domicile, Oui. c'est pas pour le domicile, mais le lobby du domicile est moins puissant, à mon avis, que le lobby des EHPAD. Donc là, il se tire la bourre en ce moment, il se tire la bourre, on voit tout le temps. Plus un problème de financement, bah, il faut être, j'allais dire Jupiter pour y arriver. Non, honnêtement, il faut être logique et cela peut même se faire à travers, non pas des économies. Les économies, le but, ce n'est pas d'économiser de l'argent en tant que tel, mais c'est de mieux répartir ces dotations avec toujours l'affirmation qu'il faut un peu plus de moyens. Je vais vous donner allez, 2 petits exemples comme ça, 2 petits exemples tout simples. 2 petits exemples. D'abord, sur le tarif de l'hébergement qui pose problème, c'est cher l'EHPAD. Quand je dis c'est cher, c'est que même mes EHPAD qui proposaient environ 1 800 à 1 900 euros par mois, ben vous aviez beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à payer. Parce que la retraite moyenne, vous la savez, 80% des Français ont moins de 1 700 à 1 800 euros par mois. Ce n'est pas négligeable. Alors, il y a un principe, regardez, je suis directeur d'hôpital, statut, et la maison de retraite, c'est aussi le secteur sanitaire et médico-social. OK. Le personnel administratif de l'hôpital est payé par la sécurité sociale. Pourquoi une partie de ce personnel administratif ne serait-il pas payé aussi par la dotation de soins que nous recevons
ou par la dotation de dépendance et ou par la dotation de dépendance que nous recevons. Premier élément. Deuxième élément, une chose qui existe dans la loi, mais vous allez tomber à la renverse, que j'ai essayé de mettre en place dans mon département, mais on a eu un refus malgré la loi qui était en notre faveur, la modulation du tarif. La modulation du tarif, c'est-à-dire que les établissements publics associatifs ont un tarif hébergement imposé. Imposé, ce n'est pas nous qui le fixons, c'est le département. Sauf que la loi précise qu'on peut moduler le tarif. En un mot, quelqu'un rentre et a 2 300 € de ressources, vous lui proposez une magnifique chambre à 2 150 €. Il peut la payer aisément et garder un petit pécule pour lui. Quelqu'un n'a pas les moyens, eh bien, vous lui proposez une chambre peut-être un peu moins éclairée. Ce n'est pas un abus. À 1 750 et lui, magnifiquement, à 1 700 €, ses enfants mettent 50 € de plus et il est hébergé avec la même restauration, etc., etc. Mais nous avons là aussi un dogmatisme technocratique qui nous gêne. Je vous assure, moi, j'ai milité, il y a 7 établissements publics qui ont demandé la modulation du tarif au département des Alpes-Maritimes. Au début, c'était oui, on va vous le faire. Oui, avec plaisir. Ils ont même voté à l'Assemblée départementale. Voilà. Et puis à la fin, non, pas question. Ah, ça va faire bizarre. Alors, regardons la situation aujourd'hui de l'aide sociale. Je vais vous donner les chiffres. Extraordinaire, très vite, très vite. 400 000 places disponibles dans les EHPAD à l'aide sociale. L'aide sociale. Seulement 120 000 places sont utilisées. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vous disent oh, pas question d'utiliser, même si je n'ai pas de moyens, je ne veux pas. Parce qu'à terme, il y a une récupération, vous le savez. Ah oui, la récupération sur l'héritage, bien sûr. Voilà, voilà. Alors, c'est pire encore que cela. C'est pire encore que ça. On se retrouve aujourd'hui, comme il y a eu beaucoup de constructions d'EHPAD privés à but commercial, les départements obligent les EHPAD privés à avoir des lits pas chers à l'aide sociale. Et vous avez des établissements publics qui n'en peuvent plus et qui demandent leur déshabilitation partielle à l'aide sociale. Ça veut dire qu'ils vous disent « Ah, j'ai 100 places, moi, eh bien, je veux 70 places à l'aide sociale et 30 places libres. Je fais mon tarif à moi. » Voilà. Imaginez la confusion que cela crée dans le pays, dans un pays qui a besoin, excusez-moi, pour des personnes très âgées, hein, n'oublions jamais cette image, moi, qui m'a poursuivi, hein, je précise que si j'ai été surtout en EHPAD plutôt qu'en hôpital, parce que j'avais connu mes grands-parents. Donc, j'ai eu cette impression à tout moment qu'en réalité, j'avais un manque de mes grands-parents et que j'avais besoin d'être avec des personnes très âgées. Mais c'est vrai que nous avons des solutions faciles, modulation du tarif, adaptation des tarifs, qui existent tout à fait, et qui permettrait, d'ailleurs beaucoup de fédérations le précisent également et le demandent, et qui permettrait d'avoir enfin un EHPAD qui ne soit pas un lieu de discrimination en tant que tel. Voilà. Voilà. Je vous fais une parenthèse. Les prix d'hébergement sont tous différents en France. Vous allez tomber à la renverse, même à quelques centimes près. Les dotations de soins, deuxième dotation, sont différentes, la Cour des comptes l'a mentionné. Quant aux dotations de la dépendance, excusez-moi l'expression, on devrait dire de la perte d'autonomie, données par les départements, il y a eu un scandale en 2017. 2015, M. François Hollande fait sa loi sur le vieillissement et il oblige à ce qu'on ait une carte des départements. J'ai été un des premiers à passer d'ailleurs dans les médias pour dénoncer cela. Et on s'aperçoit, écoutez bien, que dans certains départements, par exemple Bouches-du-Rhône ou Alpes-Maritimes, la personne âgée a droit à des allocations 40-50% moins élevées que dans le territoire de Belfort, qu'en Corse ou qu'en Oui, Isère. parce qu'en fait, c'est des décisions locales de chaque département. Bien sûr. Mais dites-moi, au fronton de la République, Alors, liberté, égalité… vous avez vu qu'en Suisse, c'est par canton. Et on voit des retraités déménager de canton pour Absolument. pouvoir aller dans les l'EHPAD où il y a les meilleures dotations ou les meilleurs remboursements. Absolument. Mais vous imaginez un petit peu le drame. Alors, je vous précise une petite chose pour vous montrer un petit peu ce qu'on vit en tant que tel. C'est que la réforme des années 2000, et tous les directeurs d'EHPAD vous le diront, a créé un outil unique pour évaluer la dépendance. Vous devez le savoir, l'outil Agir, AGGIR. Donc, il y avait plusieurs outils. Là, il n'y en avait plus qu'un après, plus qu'un.
et même pour les pathologies, un outil unique qui s'appelle Pathos. Mais quand vous faites un outil unique, que vous appelez M. Martin ou M. Dupont, que vous soyez dans les Alpes-Maritimes, dans le territoire de Belfort, vous avez un outil unique d'évaluation. Donc, naturellement, vous êtes évalué de la même façon. Et là, on s'aperçoit que dans certains territoires, vous avez 4, 5, parfois 7 aides-soignantes globalement de plus, hein, ce qui, excusez-moi, n'est pas une petite chose. Hein. Vous savez que les soins qu'on donne à la personne âgée le matin, ce n'est pas évident. Voilà. Est-ce que vous notez, alors là, c'est une question qui me vient, là, les départements où les dotations sont les plus importantes, les coûts des EHPAD sont plus importants ou c'est décorrélé en Décorrélés moyenne? complètement. Décorrélé. Décorrélés complètement. C'est même souvent des territoires où le coût des EHPAD sont, surtout les EHPAD publics, bien sûr, associatifs, sont les plus bas. Voilà. Bon, vous savez que la Côte d'Azur, la région PACA, voilà, effectivement. Mais ce qui est désastreux, c'est que nous sommes, alors bien sûr qu'il y a un droit du département à fixer l'allocation personnalisée d'autonomie qui donne cette dotation. Mais attendez, humainement, 3% d'écart, c'est rien. 5% d'écart, ce n'est pas grand-chose. Mais arriver à 30, 40, 50% d'écart, on s'interroge sur la légitimité de cette pratique. Je vous répète qu'au fronton de la République, hein, je En suis... égalité. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez quand même que les choses sont assez... Vous avez dit un petit mot sur les EHPAD, très exact. L'EHPAD, c'est une entreprise artisanale. Voilà. Il ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire, quand vous me dites, oui, ce sont des petites structures, c'est vrai. L'EHPAD, c'est une entreprise artisanale. Ça veut dire que ça se ressent très vite. Ça se ressent. Je me souviens avoir eu des étudiants chinois dans mes cours à la faculté de droit. Et c'est vrai qu'ils parlaient de construction. Et j'ai reçu d'ailleurs une délégation chinoise dans mon établissement de Vence. Ils parlent de structures de 600 places, 800 places, parfois de milliers de places. En France, c'est 80-90 places. C'est très artisanal. C'est-à-dire quand une famille souffre, parce que son parent souffre, le manager est au courant, l'infirmière est au courant, elle est en première ligne. C'est ça. Voilà. Oui, puis, oui, c'est ce que disait déjà dans un débat qu'on a eu avec des dirigeants d'EHPAD. Si on fait des trop gros EHPAD, le directeur ne connaît plus les résidents. Déjà, il y en a un qui disait à 80 personnes, j'ai du mal à connaître tout le monde correctement. Absolument. On s'augmente. Par contre, est-ce qu'on ne va pas aller dans des plus grands EHPAD, mais coupés ou par petit type d'unité? Parce que certains disent qu'on ne pourra pas maintenir autant d'EHPAD en milieu rural, par exemple. Écoutez, moi, mon opinion en tout cas, c'est que je reste persuadé que la notion d'entreprise artisanale pour les EHPAD, c'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose de formidable. Parce qu'il y a une vie que l'on peut créer. Tenez, on est en train de le faire pour un établissement public des Alpes-Maritimes. C'est moi qui coordonne l'action pour vraiment mettre en place des structures d'échange avec des médiateurs, avec des déontologues, avec des chartes, avec un développeur des droits et libertés. Voilà, donc des forums. Nous avons des possibilités quand c'est petit. Quand je dis petit, excusez-moi, moi j'avais 3 bâtiments, 200 salariés, près de 300 personnes dans les 3 structures. Déjà, heureusement qu'il y avait 3 bâtiments, ce qui me permettait à un moment donné de pouvoir bien m'imprégner quand je pouvais, hein, une fois par semaine ou une fois et demie par semaine dans chaque bâtiment. Mais si vous mettez des structures, me semble-t-il, de 250 places, par exemple, ou 350 places, le risque, effectivement, c'est qu'on n'arrive plus à suivre la vie au quotidien. Or, le résident, c'est cela. Je vous assure, si vous me disiez quel souvenir vous avez de 40 ans d'EHPAD, eh bien, j'ai le souvenir, honnêtement, hein, très simplement, hein, très modestement, de ces personnes, de ces hommes avec qui je prenais le café. Hein, de temps en temps, je sortais de mon bureau, je prenais le café avec eux et on parlait de leur vie, et de ces braves dames qui me voyaient là, dans la salle de restaurant et qui me prenaient les mains comme ça, la main comme ça, avec lesquelles on échangeait, qui me parlaient de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Voilà, c'est ça la réalité de l'EHPAD. C'est profondément l'humain, les résidents, l'humain, les salariés, l'humain, les familles. Et quand on parle de contrôler les 7000 EHPAD ou 7500 EHPAD, ça fait rigoler. Voilà. Honnêtement. Oui. Il faut beaucoup d'inspecteurs. Il faut le recrutement à fond. Là.
Au lieu de recruter des soignants, on recrute des inspecteurs. Voilà, c'est le monde inverse. Alors, la fin de l'EHPAD, en À mon conclusion, avis, on va vers la fin de l'EHPAD. honnêtement, je pense qu'on va aller vers un nouveau modèle. D'ailleurs, vous l'avez dit, l'EHPAD de demain, l'EHPAD d'avenir et l'EHPAD qui est à venir également. Voilà, je crois qu'il va y avoir une nouvelle modélisation. Vous dire qu'elle va avoir lieu, est-ce que c'est facile à conceptualiser? Non. Mais vous dire qu'elle va avoir lieu immédiatement, peut-être pas. Mais je pense que nous allons aller vers quelque chose d'autre. Je voudrais insister sur un petit élément également. Vous savez, je regarde un petit peu tout le paysage, notamment cette terrible maladie d'Alzheimer, hein, qui attire les clients vers les EHPAD, hein, qui attire les personnes âgées vers les EHPAD. Bien entendu, on les met parce qu'ils ont… Voilà. Vous savez qu'il y a même 90% de personnes âgées qui ont des troubles psychiatriques. Souvent, c'est l'impossibilité de la réponse de l'hôpital psychiatrique. Voilà. Vous savez qu'il y a quand même des recherches, des sociétés françaises, des sociétés allemandes, des sociétés américaines, je ne veux pas donner des noms, mais qui font des recherches et qui évoluent cette maladie. Imaginez que demain, sur les C'est la 200… question que dont je voulais vous parler après l'émission, en off, mais allons-y. Effectivement, s'il y a le médicament qui freine la protéine là, qui se développe et qui est responsable, entre guillemets, d'Alzheimer, on va rentrer dans une zone grise, on va stopper, j'imagine, si le médicament fonctionne, on stoppe les gens là où ils en sont. Donc, moi, j'imagine qu'il y aura une zone grise. Mais par contre, dans 10 ans après, j'avais assisté à un petit déjeuner il y a pas mal d'années. Il y avait François Sorel qui disait si on trouve un médicament d'Alzheimer, il y aura 30 ou 40% d'EHPAD en trop. Et ça fait déjà au moins une dizaine d'années que j'ai entendu ça, même plus. Et Tout à personne fait n'avait exact. réagi. Mais j'ai dit, mais c'est dingue ce qu'elle vient de dire, en fait. Et effectivement, en calculant, ça pouvait Mais oui, faire mais le, oui, mais oui. faire le schéma. Ouais. Bien sûr, et on retombe sur les 200 000 par rapport aux 600 000. Mais bien entendu, mais bien entendu. Et quand vous entendez, là, je l'ai cité dans mon ouvrage, vous entendez le directeur d'Orpea, dire dans un journal d'investissement, hein, que je ne vais pas citer, qui est cité dans mon ouvrage, dire nous allons créer, dans le monde entier, bien sûr, un EHPAD par semaine. On se dit, attendez, est-ce que ce bonhomme a peut-être bien compris la manière dont il faut réagir sur les EHPAD. Voilà, ça, je crois que c'est quand même intéressant à dire. Mais je crois que malheureusement, les dirigeants, je voudrais vous faire une petite confidence. Le directeur général d'Orpea, et ça, c'est une tristesse pour moi, M. Romercy, pour le citer, a été étudiant à la faculté de droit, master 2 de santé, et son professeur de gérontologie, c'est moi. D'accord. Authentique. Et je vous assure que les cours que je donne, c'est les chartes, l'éthique, les déontologies, etc., etc. C'est-à-dire que quand on voit qu'on peut se transformer de cette sorte, on s'inquiète. Mais vous avez raison, sur l'Alzheimer, sur l'amélioration des troubles psychiatriques, hein, sur l'adaptation des logements. En réalité, effectivement, l'idée non pas peut-être d'une suppression des EHPAD, mais d'une transformation des EHPAD. Je vous dis, j'ai pratiquement terminé les rapports préliminaires. Ça, ce serait une belle idée qui améliorerait la vie des résidents. Et je vous dis, les effets, les améliorations. Je crois que je peux citer, je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois qu'en France, c'est la société AB Science qui commence à trouver un produit qui atténue les effets des maladies Alzheimer légères. Excusez-moi si je me trompe sur la société. Je crois qu'il y a une société américaine aussi, Genfit, et une autre aussi société. Je ne voudrais pas donner son nom. Il y a des médicaments en test actuellement pour freiner le développement de la protéine. Absolument. Donc, absolument. on stopperait la progression, on stopperait à IT là où on en est, en fait. J'espère que ça va arriver rapidement. Moi, Moi aussi, je l'espère. Déjà pour les personnes âgées atteintes de cette maladie, parce que ce serait formidable. Super. Super. Merci pour cet entretien. Je rappelle que Gérard Bramy, j'appelle que vous êtes l'auteur du livre La fin des EHPAD aux éditions Véronne. Vous pouvez trouver un lien sous la vidéo pour commander le livre ou vous renseigner sur le livre. Merci beaucoup, Gérard. Merci Frédéric. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Putain,